Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Dragon. Et voici maintenant aujourd'hui dans la popoche, parce qu'ils ne savent pas la langue dans la popoche, vous le savez bien, les Illuminati. Alors je vous ai mis la ville de Francfort pour vous tirer votre attention, attirer votre attention et pas tirer, sur la ville de Francfort. Et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo ensuite. Bon, là on va parler des Illuminati, donc de la famille, des familles, des familles, je dis bien, dirigeantes, très dirigeantes même, et très au point. Alors, vous allez voir pourquoi je vous parle de la famille Rothschild en premier, parce que, eh ben, on sait que notre président à nous, il vient de chez eux, ok? Et vous allez voir que dans l'histoire, ça se répète quand même, puisqu'ils arrivaient toujours à placer quelqu'un là où il fallait, hein? C'est clair. Quand on sait qu'il n'a jamais été élu, qu'il a été élu qu'une seule fois, c'était président, et en plus, il est placé, parce qu'il était avant conseiller à Hollande. Il est placé par Attali, enfin, il a été, Hollande l'a connu grâce à Attali, hein, donc, vous voyez un petit peu le truc là. Ensuite, quand vous regardez l'histoire de l'Amérique, de certains pays, vous vous rendez compte qu'ils ont toujours placé quelqu'un à côté du président. Alors aujourd'hui, la seule différence qu'il y a, c'est qu'ils l'ont placé à côté du président pour ensuite le placer à sa place. C'est Thibault la vie, c'est Thibault. La France est le cobaye. Et bientôt, vous allez voir que beaucoup d'autres vont suivre. Alors, ils viendront peut-être pas de la famille Rothschild, mais de la famille Morgan, enfin, vous allez voir. Vous verrez bien, dans le monde, il suffira de prendre leur biographie et on verra tout ça. Donc voilà, alors moi je vous conseille de regarder cette vidéo jusque la fin, parce que dans la fin, vous aurez une petite chose que j'ai trouvée sur le net et j'ai voulu vous la partager. Ensuite, nous allons faire une deuxième vidéo sur les Illuminati, mais ce coup-là, on va le faire version contradictoire, c'est-à-dire ça n'existe pas. Alors entre guillemets, hein, ça sera toujours à nous de regarder ces vidéos, la première et la deuxième, et de dire est-ce qu'on y croit ou pas, hein? Est-ce que ça n'existe pas ou est-ce que ça existe, hein, suivant les arguments de chacun. Bien sûr, dans cette vidéo va être développé des arguments bon, plus ou moins abracadabrantes, hein, mais aussi réels. Hein, il y a de l'histoire dedans. Bon, mais il y en a d'autres, bon, ben, peut-être que c'est pas aussi réel que ça. Par contre, la deuxième vidéo va vous donner les tenants et les aboutissants de ce qui est dit quand ça n'existe pas. Hein, puisque ça a été dissous. Enfin, je ne vais pas faire la vidéo. Hein. Donc voilà, donc là on va vous laisser écouter et regarder cette vidéo. Et ensuite, ben, je vous reprendrai à la fin de cette vidéo pour prendre congé de tout le monde et ben, si ça vous plaît, un petit poupouce. Hein. Hein, un petit poupouce, c'est sympa. Allez, on va écouter cette vidéo et la regarder. Les familles dirigeantes des Illuminati. Il est temps que la vérité éclate au grand jour, afin que nous comprenions l'importance de reprendre en main notre pouvoir et de rétablir notre souveraineté, celle qui nous fut retirée depuis fort longtemps, parce que nous avons accepté de laisser un petit groupe d'individus devenir les maîtres de nos destinées. Cette situation doit être renversée, car nous comprenons maintenant que nous sommes individuellement et collectivement les seuls créateurs de nos vies, et que sans notre consentement, aucune organisation humaine ne peut subsister. Qui sont les familles dirigeantes et qui sont leurs alliés? Il n'est pas facile pour quelqu'un qui fait des recherches sur le satanisme et la conspiration mondiale de démasquer les familles puissantes qui appartiennent aux Illuminati. Cela tient au fait que les puissants adeptes du satanisme ont tout entrepris pour dissimuler leurs traces aux yeux de l'opinion publique. Les noms des familles dirigeantes sont les suivantes: Rothschild, Warburg, Rockefeller, Dupont, Russell, Bundy, Onassis, Kennedy, Collins, Fremont, Astor et Lee. Les familles suivantes travaillaient avec les familles dirigeantes: Morgan, Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Guggenheim, Oppenheim, Gray, Sinclair, Schiff,
Solvay, Oppenheimer, Sasson, Oehler, Todd, Van Duyn, Taft, Wallenberg, Clinton, Habsburger, Guggenheim, Goldschmidt et beaucoup d'autres. Naturellement, tous ceux qui portent ce nom font pas partie de la conspiration. Beaucoup ne savent pas eux-mêmes ce qui se passe réellement dans le monde. La famille Rothschild. Les Rothschild sont intimement liés aux Illuminati depuis le début de leur histoire. Après que la conspiration des Illuminés de Bavière a été découverte, la grande puissance occulte qui dirige les sociétés secrètes européennes a opté pour le carbonarisme, l'Alta Vendita, dirigée par Karl Rothschild. Les Rothschild ont beaucoup de membres dans la 13e lignée. La force occulte de la lignée des Rothschild leur vient d'ancêtres cachés. Ils se sont mélangés avec des Bauer, des Sasson et une multitude d'autres. Le célèbre ancêtre et fondateur de cette grande dynastie de banquiers, Meyer Anschel Bauer, était prêteur sur gage à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Il était également administrateur de biens du prince électeur d'Hesse. Comme il était responsable des transferts d'argent du prince lors de la Révolution française, il a acquis une grande fortune. Anschel Bauer avait accroché une enseigne rouge à l'entrée de son bureau, enseigne qui représentait le sceau de Salomon, en honneur des Juifs orientaux. En allemand enseigne se dit Schill, au rouge se dit Roux. Les Bauer ont changé de nom et pris celui de Rothschild. Il est important de savoir que le sceau de Salomon, l'hexagramme appelé étoile de David, est d'origine occulte. Petit rafraîchissement sur historique. Le sceau de Salomon est sur Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Ce sceau étoile représentant le zodiaque était un symbole de Babylone. L'étoile à 6 branches a été utilisée par de nombreux peuples différents. La Légion Condor allemande l'a utilisée comme un badge de rang pendant la guerre fasciste en Espagne de 1936 à 1939. La police américaine utilise souvent l'étoile à 6 branches, les shérifs portent cette étoile. On l'utilise aujourd'hui comme le symbole d'Israël, même si son origine n'est pas juive. Ce symbole a été utilisé par beaucoup de religions antiques. C'était le symbole de Moloch et d'Astoret, parmi d'autres. Il a servi aussi comme symbole de Saturne. Il semble qu'il ait servi pour le baptême de Salomon. Plus tard, la Kabbale se les appropriait. Quand la Kabbale s'est répandue, il est devenu le symbole de l'identité juive. L'utilisation de ce symbole par les Rothschild montre leur implication dans la tradition mystique juive. Beaucoup de juifs ne veulent pas connaître l'origine occulte de leur étoile de David. Le roi David n'avait rien à voir avec cet hexagramme. Parlons juste un peu de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. La Banque Centrale Européenne, BCE, est la principale institution monétaire de l'Union Européenne. Elle est établie le 1er juin 1998, sur un modèle fédéral et son siège est à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Elle est chargée d'émettre l'euro en tant que monnaie commune et unique de l'Union économique et monétaire, de définir les grandes orientations de politique monétaire de la zone euro, et de prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre, c'est-à-dire de maintenir le pouvoir d'achat de l'euro, et donc la stabilité des prix dans la zone euro. Cette zone comprend actuellement les pays de l'Union européenne, qui ont introduit l'euro depuis 1999. Francfort-sur-le-Main, un lieu d'où les Rothschild ont leur bureau. Ne voit-on pas la main omniprésente de cette famille sur les finances de la zone euro? À vous de vous en faire une opinion. On ne compte même plus toutes ces coïncidences. Meyer Anschel a choisi pour ses fils des femmes de famille Illuminati. De la même façon, ses filles ont épousé des banquiers Illuminati de renom. Ces familles cultivaient une tradition aristocratique, elles se mariaient entre elles. Ces 5 fils sont devenus banquiers dans 5 pays européens. Le réseau d'information privée, politique et financier fondé par les premiers Rothschild, a été la première pierre de leur futur empire colossal. James Rothschild, le fondateur de la lignée française, a fait de sa succursale française, la première banque européenne en soutenant les rois de Louis XVIII à Napoléon III. Ils étaient capables d'opérer des virements de fonds importants d'un pays à un autre, à une époque où les voyages et les transports d'argent étaient très risqués. Quand vous observez les guerres qui se sont déroulées en Europe, vous remarquerez qu'elles ont toujours pris fin, avec un équilibre du pouvoir. À chaque fin de guerre, la famille Rothschild disposait d'une nouvelle base pour sa puissance. Les Rothschild ont manipulé des nations entières et leur pouvoir politique, leur pouvoir leur permettait de remplacer un roi, ou un dirigeant qui ne voulait pas se soumettre à leur volonté. L'issue d'une guerre dépend souvent des moyens financiers. En examinant la dette publique d'un État à cette période, on peut facilement déterminer s'il a été soutenu ou puni par les Rothschild. L'empereur François-Joseph a anobli les Rothschild, il leur a donné le titre de baron. Les dynasties régnantes ne pouvaient rien entreprendre sans leur assentiment. En 1855, ils ont été anoblis en Angleterre.
Tant que j'ai le contrôle sur les moyens financiers d'une nation, je ne m'intéresse pas de savoir qui fait les lois. C'est la phrase célèbre que l'on attribue à Mayer Henschel Rothschild, 1743-1812. Aujourd'hui, ce sont ses descendants qui fixent 2 fois par jour le prix de l'or à Londres pour le monde entier. Ils décident également du rapport qu'entretient la Réserve fédérale avec le gouvernement américain. La Réserve fédérale, dont les Rothschild contrôlent 53%, n'a jamais été sous le contrôle du gouvernement ou du Parlement américain. Même si la Réserve fédérale donne l'impression d'être une institution officielle, il ne faut pas oublier que c'est une société privée, qui possède entre autres l'or des États-Unis. La Réserve fédérale a été créée à la fin de l'année 1813, après une réunion de membres Illuminati de la haute finance. Lors de cette réunion, on a soumis le projet d'une banque centrale, qui devait être dirigée par un directoire composé de membres de la haute finance internationale. Comment la Réserve fédérale est-elle gérée? Prenons un exemple, le gouvernement américain a besoin de quelques milliards de dollars. Il s'adresse à la Réserve fédérale. Le directoire accorde un prêt, à un certain taux d'intérêt. Le Congrès américain donne au secrétaire du Trésor l'autorisation d'émettre des titres correspondant aux milliards empruntés, qu'il remet à la Réserve fédérale. Celle-ci ne paie que le prix du papier et de l'encre, à hauteur de 500 $, pour des titres qui valent des milliards. Les milliards de dollars sont mis au débit du gouvernement. Quelles sont les conséquences de cette incroyable transaction? Le gouvernement a endetté le peuple américain de quelques milliards de dollars auprès de la Réserve fédérale, plus les intérêts, et les intérêts composés. Depuis 1913, le peuple américain a emprunté plus de 600 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,5 milliards de dollars d'intérêts à payer par mois. C'est une somme qui en valeur réelle, est plus importante que la richesse du pays. Le peuple américain n'arrive même pas à payer les intérêts de cette dette. Il est impensable pour un gouvernement de donner à une banque privée, que personne ne contrôle, un pouvoir aussi grand, celui de créer de l'argent à partir de rien. Henry Chen, le grand poète et philosophe, disait « L'argent est le dieu de notre époque et Rothschild est son prophète ». Depuis 1900, l'inflation, la stabilité monétaire, la conjoncture en Europe et dans le monde, dépendent de la famille Rothschild et de ses associés. Le contrôle exclusif de l'argent planétaire par les Rothschild et ses associés est un des secrets les mieux gardés et un des systèmes les plus opaques de notre histoire contemporaine. Voici une liste non exhaustive des sociétés contrôlées par les Rothschild: la Banque d'Angleterre, les banques Barclays, JP Morgan, US Federal Reserve, National City Bank, IBM, la Standard Oil, Shell, Caleb, Tokyo Pacific Holding, Arrow Fund Curaçao et bien d'autres. Parlons maintenant de la famille Warburg. La famille Warburg est l'associé principal des Rothschild. Leur histoire n'est pas moins intéressante que celle des Rothschild. Selon le livre de Warburg, leur lignée remonterait jusqu'en 1001. Après avoir fui les conquérants de l'islam, les ancêtres des Warburg se sont installés en Espagne. À la suite des persécutions de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, ils ont pris le chemin de la Lombardie. D'après les annales familiales, un de leurs ancêtres, Simon von Cassel, a obtenu en 1559 le droit de s'installer à Warburg en Westphalie. Peu après, il a changé son nom et pris celui de Warburg. Les registres municipaux indiquent que sa profession était prêteur sur gage et commerçant. La tradition bancaire a commencé 3 générations plus tard, quand Jacob Samuel Warburg s'est établi à Altena près de Hambourg en 1668. Son petit-fils, Marcus Gumprich Warburg, s'est installé à Hambourg en 1774 où ses 2 fils ont fondé la banque MM. Warburg et compagnie. Avec le temps, leur influence s'est répandue dans le monde entier. En 1814, ils entretenaient des relations commerciales avec les Rothschild à Londres. Les Warburg se sentaient les égaux des Rothschild, des Oppenheimer et des Mendelssohn. Ces familles se rencontraient souvent à Paris, Londres ou Vienne. Ils avaient l'habitude d'échanger leurs enfants pour une certaine période, afin que chaque famille puisse profiter des connaissances et du savoir-faire des autres familles. Les Warburg ont toujours épousé des héritiers de familles riches. C'est comme cela qu'ils ont établi des liens avec la riche famille de banquiers Günzberg de Saint-Pétersbourg, avec les Rosenberg de Kiev, les Oppenheimer d'Afrique du Sud, les Oppenheimer et Goldschmidt d'Allemagne et les Schiff aux États-Unis. Les membres les plus célèbres de cette grande dynastie sont Max Warburg, 1867-1946, Paul Warburg, 1868-1932, et Félix Warburg, 1871-1937. Max Warburg a fait son apprentissage auprès des Rothschild à Londres. Il n'avait pas seulement un poste important dans une banque allemande, il était un connaisseur averti de la finance internationale. Il participait activement à la vie politique.
À partir de 1903, il fréquentait régulièrement le chancelier allemand. Le prince Bernard von Bülow l'avait prié de conseiller l'empereur dans ses affaires financières. Il était également le chef des services secrets allemands. 5 jours après l'armistice de 1918, le gouvernement l'a désigné pour conduire les négociations qui ont débouché sur le traité de Versailles en 1919. Il a été un des directeurs de la Reichsbank. Il s'est investi financièrement dans la guerre entre la Russie et le Japon et dans les affaires du Maroc en 1911. Au mariage de son frère Félix, il a rencontré Nina, la plus jeune fille du banquier Salomon Loeb. Peu de temps après, ils se sont mariés. Paul Warburg a ensuite quitté l'Allemagne. Il est devenu associé chez Carlyle Loeb à New York. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était membre de la Réserve fédérale et avait une influence décisive sur le développement des finances américaines. Ses expertises étaient recherchées. Félix Warburg a été introduit au commerce des diamants par son oncle, le célèbre banquier Oppenheim. Il a épousé Frida Schiff et s'est établi à New York. Son mariage lui a permis d'accéder au statut envié d'associé chez Carlyle Loeb. Il a été membre de nombreuses associations de bienfaisance et culturelles. En tant que membre de la commission d'enquête conjointe sur la Palestine, il a demandé une expertise détaillée sur l'avenir de la Palestine. Comme nous verrons plus tard, les Warburg ont investi des milliards de dollars dans des organisations internationales et divers projets pour préparer l'avènement du gouvernement mondial. La famille Rockefeller. Un connaisseur averti de l'histoire des Rockefeller sait qu'ils ont été impliqués dans les grands événements qui ont marqué les États-Unis. La direction et les décisions de la politique américaine ont toujours été dictées par la famille Rockefeller. La famille est d'origine espagnole, elle a immigré aux États-Unis. Le plus célèbre d'entre eux est John Davidson Rockefeller, industriel du pétrole, financier et membre de la Société de la Table Ronde. Il passait pour l'homme le plus riche des États-Unis à son époque. Avant de se consacrer aux affaires du pétrole, il vendait des produits anesthésiants. Avec une énergie irrésistible et raffinée, il a construit l'empire de la Standard Oil, qui contrôlait 90% des raffineries américaines. C'est lui qui a acquis le terrain de Pocanticook, à New York, le domicile principal de la famille. À l'heure actuelle, plus de 100 familles Rockefeller vivent dans les Pocanticook. David Rockefeller, un petit génie de la finance, dirige depuis 1945 la Chase Manhattan Bank, la banque la plus importante du monde. Son pouvoir lui permet de destituer ou d'investir des présidents, de déclencher des guerres ou d'y mettre un terme, de ruiner ou d'enrichir les grandes sociétés, de Rome à Bangkok. La banque a une influence directe ou indirecte sur toute l'humanité. Le FBI a toujours été aux ordres des Illuminati, puisque les Rockefeller ont participé à sa création. La famille Rockefeller contrôle également la CIA et le Conseil des Relations étrangères. Le développement et la propagation de l'occultisme est un objectif des Illuminati. David Rockefeller fait partie du management du Lucy Trust, Trust de Lucifer. Dans un livre publié par ce trust, Externalisation de la hiérarchie, nous apprenons qui dirige la planète, son nom est Lucifer. Sur le plan spirituel, Shambhala, ce sera Sana, Satan, le maître du monde. David Rockefeller fait partie du Board of Cadence Industries, à qui appartiennent les Marvel Comics, qui enseignent aux jeunes le domaine de l'occulte, et utilisent des personnages tels que le fils de Satan. La compagnie aérienne Delta Airlines est sous le contrôle de la famille Rockefeller. La famille Dupont. L'histoire des Dupont est si secrète que ses activités n'ont jamais été révélées au public. Comme les autres Illuminati, les Dupont ont été très vigilants sur les mariages de leurs enfants. Les premiers mariages se sont déroulés entre frères et sœurs. Les biographes de la famille Dupont situent le commencement de la dynastie au mariage entre Samuel Dupont et Anne-Alexandrine Montchanin à Paris, en 1737. Malgré le fait qu'Anne soit une huguenote, elle se servait de ses dons de médium, et communiquait avec le monde des esprits. Elle descendait d'une vieille famille noble qui vivait en Bourgogne. On pense que les dons occultes de la famille Dupont lui viennent de la lignée d'Anne Montchanin. Pierre Samuel Dupont, le fils de Samuel et d'Anne, a été le premier à accéder à un pouvoir important. Il a été le premier à tisser des liens avec les Illuminati. À la demande du roi de Pologne Stanislas Auguste, il s'est rendu en Pologne en 1774, pour développer un système d'éducation nationale. En 1799, il émigre vers les États-Unis sur l'invitation du président Jefferson. Il organise les fondements d'un système d'éducation nationale. Ce projet était fondamental pour les Illuminati, prendre le contrôle sur les jeunes esprits américains. Aujourd'hui ce relais dévolu à l'UNESCO. Le président Jefferson était un illuminé, et un grand ami de Pierre Samuel Dupont. C'est lui qui a fait attribuer au Dupont, le premier grand contrat de poudre pour munitions. Dupont a été le fournisseur en munitions de l'armée américaine depuis la Première Guerre américaine de 1802, contre les pirates jusqu'à nos jours.
Les Dupont sont aujourd'hui une dynastie de rois de l'argent. Tout ce qui a un rapport avec la chimie aux États-Unis dépend des Dupont. Chaque Américain utilise quotidiennement un de leurs produits. Les Dupont se situent au 6e grade de la hiérarchie Illuminati. La famille Freeman. Ce qui est incroyable dans l'histoire de la famille Freeman, c'est que très peu de gens pensaient qu'elle faisait partie des familles dirigeantes des Illuminati. Comme les Rothschild, les Freeman ont des membres qui appartiennent à la très élignée. Il n'y a pas que Nelson Rockefeller et les frères Bundy, qui ont été les conseillers intimes des présidents américains. Plusieurs membres de la famille Freeman l'ont été aussi. Gaylord Freeman a été grand maître de l'ordre du prieur et de Sion. Beaucoup de présidents et de membres du Congrès prenaient conseil auprès de lui, bien que la majorité des Américains n'aient jamais entendu parler de lui. Les présidents prenaient également des conseils auprès d'un membre de cette famille influente, Roger A. Freeman, qui est également un parfait inconnu. Stephen Freeman, un autre membre de cette famille, dirige le département de la division des droits civils, une branche de la Ligue anti-diffamation, une organisation dangereuse aux mains des Illuminati. Le trafic de drogue contrôlé par les Illuminati sert entre autres à financer cette organisation très puissante. James D. Freeman a dirigé l'école de la réunification, une école qui pratique en secret des initiations sataniques. On appelle cette école de la réunification du christianisme. Le nom d'école de la réunification de la sorcellerie serait plus approprié. En réalité, beaucoup de sorciers et sorcières y collaborent de façon étroite pour détruire la chrétienté. La famille Russell. La famille Russell a joué un rôle clé dans le commerce de l'opium au début du XVIIIe siècle. Elle a participé à l'élaboration des communautés de Mormons, à la création de l'ordre des Skulls, des Bonnes et de la Watchtower Bible Tract Society, les témoins de Jéhovah. La fondation Russell sert de couverture aux Illuminati et cache dans ses structures l'ordre des Skulls et Bonnes. Cet ordre a été fondé par William Russell, qui entretenait des rapports étroits avec les syndicats d'opium à l'université de Yale. Tous les ans, 15 nouveaux membres sont choisis parmi l'élite de la société américaine. La plupart des membres descendent de vieilles familles puritaines, et font partie du mouvement unitariste universaliste. Ces familles ont souvent des liens familiaux étroits avec les Rockefeller. Quand les Illuminati ont pu établir que Charles T.S. Russell appartenait à la fameuse 13e lignée de Satan, ils ont créé en 1881, avec l'aide des Rothschild, la Société de la Tour de Guet de Sion. En 1909, la People Pulpy Association a vu le jour. Elle est devenue célèbre en 1956, sous le nom de Watchtower Bible Tract Society of New York, les témoins de Jéhovah. Les protecteurs de la Bible puisent leurs racines dans la franc-maçonnerie du fondateur Charles Taze Russell. Russell était également templier, comme l'atteste son célèbre discours du Temple et les inscriptions que l'on peut voir sur sa tombe. Les dernières paroles de Russell avant sa mort ont été « Enveloppez-moi dans une toge romaine ». Pour le commun des mortels, il peut paraître étrange qu'un mourant n'ait pas d'autre préoccupation que de s'envelopper dans une toge romaine. Les personnes averties reconnaîtront dans la toge, la tunique et d'autres costumes de l'Antiquité, le chasuble des prêtres, des symboles des hauts grades de la franc-maçonnerie américaine. Les témoins de Jéhovah contrôlent depuis longtemps les plus hauts grades du satanisme. Ils ont différents problèmes avec certaines congrégations au sujet d'abus de rituels sataniques. Les États où les témoins de Jéhovah ont la plus grande influence sont ceux où les rapports sur les activités sataniques sont les plus nombreux. Il s'agit de la Floride, du sud de la Californie, de l'Écosse, des centres Bethel et de divers endroits à New York. Charles Taze Russell était entre autres propriétaire d'un cimetière à Pittsburgh. Il faut savoir que les satanistes sont toujours à la recherche de cimetières à acheter. Cela leur permet de faire disparaître des cadavres après leur rituel. Ces cadavres sont en général enterrés en dessous des tombes ordinaires. Quand on descend un cercueil dans une tombe, il ne viendrait à l'idée de personne de penser qu'il y a déjà quelque chose en dessous. L'autre raison est que l'on attribue au cimetière certaines forces magiques. On cherche à attirer la force spirituelle d'une personne à l'aide d'un cercle de lumière au milieu duquel se tient un satanique nu. La troisième raison est que les satanistes ont besoin de certains os pour leurs rituels, comme des crânes ou des mains gauches. La main gauche est très prisée. Elle sert entre autres pour tenir des bougies pendant une cérémonie. Beaucoup de dirigeants des témoins de Jéhovah ont des doubles personnalités, ils ont des altés en eux qui parlent la langue d'Enoch. Cette langue a son propre alphabet, elle sert de langue de communication occulte, les rituels sont tenus en langue d'Enoch la plupart du temps. Dans les publications des témoins de Jéhovah, on trouve des symboles sataniques par milliers. Leurs dirigeants sont des marionnettes, que l'on dirige de façon habile. Les témoins de Jéhovah défendent depuis toujours les intérêts des Illuminati. La famille Onassis. En 1928, les plus hauts dirigeants des Illuminati se sont rencontrés au château d'Aknakari pour paraffer un accord, l'Aknakari Agreement.
Il définit les zones d'influence des cartels pétroliers qui existaient à cette époque. En 1928, les Illuminati contrôlent déjà le marché mondial du pétrole. Il est donc aisé de comprendre qu'Aristote Onassis, qui a construit les plus grands pétroliers après la guerre, soit un de leurs familiers. Il était même le roi de sa hiérarchie. Son pouvoir était si grand qu'il comptait parmi les hommes les plus puissants du monde, surtout grâce à sa position au sein des Illuminati, c'est-à-dire en réalité en raison de son pouvoir occulte. Les Illuminati ont divisé le commerce mondial en plusieurs entités, la drogue et le sexe, la politique et l'économie, les rituels, la communication globale et la manipulation mentale. Les sphères dirigeantes évoluent dans toutes les activités. Onassis était le parrain des affaires économiques, de la drogue et du sexe. Perón, le dictateur argentin, était un bon ami d'Onassis. On pense qu'Onassis aurait eu une liaison avec Eva Perón. Il est vrai que les familles d'Illuminati se font de la concurrence entre elles, qu'il y a des tensions, mais leur religion occulte les réunit toujours. Dans les recherches sur les Illuminati, on néglige souvent la dimension satanique. Les satanistes ne croient qu'à une seule chose, leur pouvoir personnel. Ils n'ont que faire des problèmes d'éthique. Les luttes de pouvoir peuvent être très violentes parmi les plus hauts grades, beaucoup meurent de morts violentes. Se battre et tuer fait partie de leur religion. D'un autre côté, ils sont frères de sang et savent s'entraider. À l'heure actuelle, la famille Onassis fait toujours partie du cercle dirigeant. Son pouvoir est encore important dans la hiérarchie. Après la mort d'Aristote, ce sont les familles Rockefeller et Bundy qui ont repris les activités du groupe. La famille Bundy. La famille Bundy est une vieille famille américaine qui a toujours fait partie de l'establishment. En dehors de quelques exceptions, comme le député du Congrès Salomon Bundy au début du XIXe siècle, l'influence de cette famille a commencé à se manifester au grand jour à partir du début du XXe siècle. G.G. Harvey Hollister Bundy a été initié à l'ordre des Skull and Bones en 1909. Il a occupé le poste d'adjoint au ministre des Affaires étrangères. Il a été conseiller spécial du ministre des Finances et du ministre de la Guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des acteurs principaux du projet Manhattan, le projet qui a abouti à la bombe atomique. Il était un des personnages clés du Pentagone. Il a continué à travailler au ministère de la Guerre et à l'Office de recherche et de développement. En 1952, il est devenu responsable du Carnegie Endowment pour la paix, de John Foster Dulles. Cette institution est vitale pour les Illuminati, elle sert principalement pour défiscaliser les investissements. Leur activité de conseil a permis aux Bundy d'être présents dans l'entourage des plus hauts postes de pouvoir. Ils avaient ainsi accès aux dossiers qui sont soumis au président. On dit souvent qu'il faut regarder du côté des conseillers pour savoir d'où viennent les décisions qui sont prises. Pour ce qui est de l'entourage des présidents américains, les Illuminati ont toujours occupé les postes les plus sensibles. Quand Lyndon Johnson a pris le pouvoir après la mort de Kennedy, George Bundy occupait le poste de conseiller au MJ12. C'est le Conseil des sages qui est subordonné directement au fameux Conseil des 13 sataniques, qui contrôle secrètement les grandes nations industrialisées. Il était également membre du Conseil national de sécurité, ce qui lui permettait de filtrer les informations qui devaient parvenir au président. Son frère occupait un poste élevé au ministère des Affaires étrangères. Tous deux étaient évidemment membres des Skull and Bones. D'autres membres de cette famille ont occupé des postes importants, même moins exposés. Deux dirigeants des Témoins de Jéhovah s'appelaient Walter H. Bundy et Edwin Bundy. Theodore R. Bundy a échappé au contrôle de sa famille, il est devenu un des grands criminels du système américain. La famille Onassis a mis Eric Bundy sur les traces de Warug, un milliardaire qui ne voulait pas collaborer avec le système diabolique, et qui représentait un risque incontrôlable. Eric Bundy devait le surveiller. Les familles influentes qui ne veulent pas se soumettre au système des Illuminati sont systématiquement détruites. En 1956, Warug a investi beaucoup d'argent pour contrôler le vice-président Nixon. De cette façon, les Illuminati ont pu infiltrer l'organisation d'Hugh. Au mois de mars 1957, les hommes d'Onassis ont pu mettre la main sur Warug à Beverly Hills. De Gaulle a été gravement blessé au cours de cette opération qui a réussi grâce à la trahison de ses sosies. Warug a été transporté à l'hôtel Emerald aux Bahamas. Un mois plus tard, on l'a emprisonné dans une cellule sur l'île privée d'Onassis, Scorpio. À partir de ce jour, les affaires d'Hugh sont tombées sous le contrôle de la famille Onassis et de la famille Bundy. Les sosies d'Hugh étaient maintenant aux ordres des Illuminati. Un des sosies a pris l'identité de Warug, l'autre est devenu son sosie, jusqu'au jour où il a été tué à Londres dans le Rothschild Inn, parce qu'il était devenu inutile. La famille Kennedy. Robert Anton Wilson était un spécialiste des sciences occultes, il fréquentait régulièrement le Star Wars Festival des sorciers et païens. Il a souvent déclaré publiquement être un gnostique, et un grand admirateur d'Aleister Crowley.
Wilson a écrit différents livres pour les adeptes du New Age, mais jamais aucun sur le christianisme. Il est curieux de voir qu'un homme aussi bien informé que Wilson nous dise que les Kennedy sont issus d'une famille qui entretient des liens étroits avec les Illuminati. La semence de Brian Kennedy, le premier des Kennedy, connu sous le nom de Brian Boru, s'est répandue dans différentes familles royales, écossaises entre autres. Archibald Kennedy, qui devint célèbre sous le nom de Mark d'Elsa, et qui était le comte de Cassilis, a épousé Mary, une fille du roi Robert III. Tout le monde sait que l'Irlande est la patrie des Kennedy. Ce sont les descendants de Brian Boru et de son neveu, dont le nom s'écrit Syned. Le nom Kennedy s'est transformé en O'Kennedy. Ils étaient originaires de Dalcation, et leur terre se situait dans la région de Kiao et Kyo-Kennedy. Les O'Brien et les McNamara les ont poussés vers de nouvelles terres, où ils ont pris le titre de seigneur d'Ormont. Cette région est aujourd'hui appelée le North Tipperary. On y trouve encore beaucoup de Kennedy. Ceux-ci étaient très puissants jusqu'au XVIe siècle. Les Kennedy sont célèbres grâce au lien du mariage, qui les unissent aux familles suivantes: Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller et Fitzpatrick, une célèbre dynastie écossaise, dont l'emblème est un dragon et un lion. On trouve des traces des Fitzpatrick en France, ils sont entrés par le mariage dans la 13e lignée. Nous savons que les guerres sont décidées et planifiées longtemps à l'avance, de même que l'on décide de leur issue. Ce que les hommes politiques nous disent, ne sert la plupart du temps qu'à leur propre avantage, et ce ne sont souvent que des mensonges. Jacques Kennedy occupait le poste sensible d'ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était connu pour être un opposant à l'entrée de son pays dans le conflit qui opposait l'Allemagne et l'Angleterre. Officiellement, sa position était contre une entrée en guerre des États-Unis, mais en secret il travaillait, avec Roosevelt, un franc-maçon du 33e grade, à l'élaboration d'un plan. Il servait les forces de l'ombre pour tromper l'opinion publique américaine. Tilly Odokan, un officier de l'ambassade américaine, avait compris le projet des deux hommes, qui consistait à trouver un moyen de forcer les États-Unis à entrer en guerre contre l'Allemagne, tout en faisant croire le contraire à l'opinion publique. C'est Roosevelt qui a tout fait pour que les Japonais attaquent Pearl Harbor. On a beaucoup écrit sur ce que Roosevelt savait à l'avance de ce qui se préparait à Pearl Harbor, et sur les provocations américaines, qui ont poussé les Japonais à réagir violemment. Cela ne vous rappelle-t-il pas un événement récent? Le 11 septembre 2001, ne ressemblerait-il pas à un Pearl Harbor 2? Plus de 8 sources différentes ont averti le président américain de l'imminence d'une attaque. Les archives ont montré que Roosevelt savait exactement ce qui allait se passer, 48 heures auparavant. Il n'a pourtant pas pris la peine de prévenir les marins, il cherchait un prétexte pour terrifier l'opinion publique américaine, et la contraindre à appuyer une entrée de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale. Jackie Bouvier Kennedy Onassis, l'épouse de John F. Kennedy, était liée aux Auchincloss, une lignée écossaise d'Illuminati. On peut imaginer les liens familiaux que cette lignée a tissés au cours de l'histoire. Elle s'est mélangée avec des Bundy, des Grosvenor, des Rockefeller, des Tiffany, des Vanderbilt et des Winthrop. Si John F. Kennedy n'avait pas été tué, nous ne saurions rien sur la famille Illuminati des Kennedy. Les Illuminati ont tout d'abord pensé que John était un bon président pour eux. Mais John et son frère Robert ont profité de leur célébrité pour se rebeller contre la conspiration satanique et essayer de la détruire. Ils détestent un nombre d'Illuminati, dont Aristote Onassis. Les Kennedy connaissaient l'existence du complot depuis leur jeunesse, et ils se sentaient le courage d'affronter les Illuminati. Mais ni John ni Robert n'ont suivi l'entraînement et l'endoctrinement des Illuminati, comme l'avait fait leur frère aîné. À la mort de leur père Joseph en 1961, ils décident de passer à l'action, et de venir à bout de ce complot. Kennedy a non seulement promis de réduire la CIA en 1000 morceaux, il a surtout élaboré un projet pour permettre au gouvernement américain de redevenir maître de sa monnaie, sans devoir payer d'intérêt aux Illuminati. Il voulait également se retirer de la guerre du Vietnam, mise en scène par les Illuminati. La CIA a décidé de supprimer John F. Kennedy. Les Illuminati s'étaient rendus compte qu'ils ne se laissaient pas faire comme un pantin. Le chef de la CIA a tout mis en œuvre pour faire échouer l'invasion de Cuba, dans la fameuse baie des Cochons. Il était personnellement responsable du fait que l'appui aérien pour les troupes au sol ne soit jamais arrivé, ce qui a fait échouer toute l'opération. Les Illuminati et leurs organes d'information ont tout fait pour faire porter le chapeau de ce désastre à Kennedy. Tout avait l'air si vrai, puisque la CIA prétendait avoir tout dit à l'opinion publique. Cette opinion publique n'a pas été assez maligne pour comprendre que la presse, aux ordres des Illuminati, s'était engagée contre le président. John F. Kennedy avait deux amis, qui voulaient l'aider dans son combat contre les Illuminati. Tous deux ont été supprimés. Le premier était le sénateur Estque Fauvé.
Il a été empoisonné le 8 août 1963. Philip Graham était le second, il était éditeur du Washington Post. Sa femme Catherine, née Meyer, était une disciple des Illuminati. Son nom apparaît souvent dans les activités des Illuminati. Elle avait soudoyé quelques psychiatres, pour qu'ils fournissent un certificat attestant la maladie de son mari. Il a été interné sur ordre d'un juge. Lors d'une permission de sortie pour un week-end, on l'a retrouvé mort chez lui, tué de plusieurs balles. Évidemment, l'enquête a conclu à un suicide. Après le mort de Kennedy, Lyndon Johnson a fait marche arrière dans les dossiers de nationalisation de la Federal Reserve Bank, et sur la guerre du Vietnam. Sous la présidence Johnson, les choses ont empiré au Vietnam. La guerre du Vietnam est un parfait exemple, qui montre les manipulations guerrières des Illuminati. Malgré le nombre impressionnant de personnes qui y ont laissé leur vie, la guerre a été un succès financier pour les conspirateurs. Robert Kennedy savait très bien qui avait tué son frère. Il a écrit un livre qui n'a jamais été publié, L'ennemi de l'intérieur, et a succombé lui-même à un attentat quelques années plus tard. Pour salir la mémoire de John F. Kennedy, les Illuminati ont donné aux éditeurs la permission de publier des révélations sur sa vie sexuelle. Il avait eu plusieurs liaisons, entre autres avec Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Zaza Gabor, qui étaient des amis du satanique Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan. La famille Collins. La famille Collins a une longue histoire, elle est originaire de la Nouvelle-Angleterre. C'est une des familles les plus puissantes du monde. Leur nom vient des îles britanniques. En Irlande, ils s'appelaient O'Collin et en Écosse Collin. On n'a jamais présenté cette famille au public, car elle est encore plus puissante que les Rothschild ou les Rockefeller. Beaucoup de Collins ont été membres du club Le Feu de l'Enfer, un cercle particulièrement satanique, qui pratiquait des rites sexuels occultes. Faire partie de ce club était bien vu dans les sphères gouvernementales britanniques. Le Premier ministre, le ministre des Finances, le premier lord du ministère de la Marine, le prince de Galles, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, ont été parmi les membres les plus illustres, et ont profité des privilèges de ce club très fermé. Dès qu'ils se sont installés aux États-Unis, en 1630, les Collins ont commencé à tisser des liens avec les confréries de sorciers. Ce sont eux qui ont introduit la sorcellerie d'Angleterre aux États-Unis. Le pire exemple de sorcellerie, ont été sans doute les procès en sorcellerie de Salem. Ils ont été initiés par les Collins, en vue de tuer des chrétiens. Ces pauvres gens ont été rendus responsables de méfaits qui avaient été commis par les Collins. En 1640, Maas, une héritière de la famille Collins, a été accusée de sorcellerie à Kidday. En 1653, une autre Collins, Jeanne, a également été accusée de sorcellerie. On s'aperçoit que dans les années 1650, qui marquent les débuts de la colonisation au Massachusetts, les noms de Yom, Bella et Clinton sont souvent cités en relation avec la sorcellerie et le satanisme. Vous trouvez ces noms de famille chez des 97 gens célèbres, qui ont toujours des liens avec la hiérarchie satanique. Juste avant la guerre de sécession, la branche américaine de la famille a pris le nom de Todd. Beaucoup de membres de cette famille ont aujourd'hui des fonctions importantes dans la hiérarchie satanique. Les deux présidents américains Madison et Lincoln ont été mariés à des Todd. Pour les Illuminati, les Todd font toujours partie de la lignée des Collins. Les Odeller sont une autre famille, qui fait partie de la lignée des Collins. L'ancien Illuminati Cisco Odeller nous livre des informations précieuses sur les Illuminati dans son livre, la formule Illuminati utilisée pour créer un contrôle total de l'esprit indétectable. Clacama, 1996. Il y a dit que les Illuminati ont choisi Alexander Rothschild pour devenir l'Antéchrist. Isaac Bonowitz, qui siège au Conseil des Grands Druides des Illuminati, a écrit Witchcraft, publié dans la revue Grey en 1976, où l'on trouve également des informations de premier plan sur les dirigeants des Illuminati. Bonowitz les appelle Femme Trap, ce qui veut dire que ces familles transmettent leur pouvoir occulte de génération en génération. Ces familles ont tout organisé pour dissimuler leurs pratiques et leurs croyances. Elles se sont occupées de franc-maçonnerie, de Grosse-Croix au XVIIIe siècle, de théosophie et de spiritisme au XIXe siècle. Ces activités étaient mieux considérées que leur sorcellerie. Ce qui ne les empêchait pas de s'impliquer dans leur femme trap, pour continuer leurs pratiques occultes. Les membres des femmes trap ont intégré des pratiques qui étaient païennes et magiques, et les ont transmis à leur descendance. Par négligence, ils leur ont fait croire qu'une formule rosicrucienne magique, ou une méditation magique faisait partie de leur propre tradition. Aujourd'hui, nous avons des sorciers femme trap, qui sont plus près du spiritisme, et de la théosophie que de la sorcellerie classique. C'est aussi la raison pour laquelle certains Illuminati du XIXe siècle, se sont intéressés au spiritisme, à la science chrétienne de Mary Baker Eddy, une organisation phare des satanistes.
Un des grands soutiens de cette organisation a été une autre famille Illuminati puissante, les Astor. La famille Astor. Même si les acteurs principaux des événements mondiaux restent toujours dans l'ombre, nous avons réussi à mettre la main sur une autre famille qui détient un grand pouvoir. L'Institut Royal des Affaires Internationales de Londres, une organisation écrante de la Société de la Table Ronde, a été fondée avec l'aide de la famille Astor. Le RILAL est la filiale anglaise du CFR, Council on Foreign Relations, américain. Ces deux organisations ont pour rôle d'harmoniser les politiques des deux nations avec la volonté des élites. Il faut rappeler que l'Angleterre est le partenaire le plus important des Illuminati. Le RILAL est considéré comme une organisation de bienfaisance, dont la reine est la protectrice. Elle est soutenue par des sociétés pétrolières, des multinationales et les médias les plus importants, comme la BBC et BBC World 07. Au-dessus du RILAL se trouve la Société de la Table Ronde, l'ancienne association FLP de Cecil Rhodes. Depuis ses débuts, les Astor ont financé le Rothschild Archive. Cette bourse a été créée pour faire venir à Oxford les futurs dirigeants des grandes nations, les introduire au projet des Illuminati, et leur enseigner la façon d'établir un gouvernement mondial. L'élève le plus connu est l'ancien président américain Bill Clinton. Il n'y a pas que la violence, la drogue, la corruption et les excès sexuels qui émaillent la vie de Bill Clinton. Son oncle, Raymond Clinton, l'a mis en relation avec la mafia et le Ku Klux Klan et lui a permis d'éviter le service militaire. Au lieu de participer à la guerre du Vietnam, il a reçu une formation exclusive à Oxford, où il s'est familiarisé avec les Illuminati et leurs objectifs. L'ancien pilote de la CIA Terry Reid a transporté de l'argent et de la drogue vers l'Arkansas. Dans son livre « Compromis, Clinton, Bush et la CIA », il révèle que Bill Clinton, Oliver North et le représentant de J. Bush à la CIA, participaient à des réunions secrètes de la CIA. Chaque semaine, plus de 9 millions de dollars étaient acheminés vers l'Arkansas pour des opérations de blanchiment. Ce livre révèle que la famille Bush organise des trafics de drogue, et comment Bill Clinton a abusé de son poste de gouverneur pour des trafics de drogue illicites de la CIA. Celui qui ne peut pas comprendre comment Bill Clinton est devenu président de l'Amérique puritaine, doit savoir qu'il n'a pas seulement été formé par les Illuminati, mais que son sang, sa lignée ont joué un rôle prépondérant quand il a été choisi. Les Illuminati font et défont les présidents, selon leur volonté, dans beaucoup de pays, pas seulement aux États-Unis. Sans leur assentiment, ni Bill Clinton ni un autre ne peuvent devenir président. Le commerce mondial de la drogue est non seulement le plus lucratif après celui du pétrole, environ 500 milliards de dollars par an, il sert aussi à réduire les gens en esclavage, et leur ôter un jour tout droit humain. Tout est fait pour faciliter l'accès à la drogue pour les jeunes, pour les rendre dépendants et troubler leur esprit. C'est sans doute la raison pour laquelle la police donne l'ordre de ne pas arrêter les gros trafiquants, et de ne pas fermer les endroits où l'on vend du crack. Ceci se passe en silence, pour que l'épidémie puisse se répandre. Pour les policiers, c'est très frustrant de savoir qu'ils pourraient être plus efficaces contre les criminels de la drogue, s'ils n'avaient pas les mains liées par leurs supérieurs. Depuis que John Jacob Astor a été un des premiers à comprendre l'intérêt lucratif du commerce de l'opium, les familles Illuminati ont pris le contrôle du commerce mondial de la drogue, à l'aide de la CIA, du Mossad, des services anglais et d'autres institutions. Lewis Dupont a abordé le sujet des familles puissantes, qui sont à l'origine de ce commerce dans une interview télévisée. Il en parle dans le livre Dope Incorporated. Examen du renseignement de l'exécutif, 1975. Ce livre révèle tout sur les donneurs d'ordre du commerce. Il donne des noms et les familles qui sont citées le plus souvent sont les Astor, les Freeman, les Dupont, les Kennedy, les Rockefeller, les Rothschild, les Russell et la famille chinoise Lee. Comme on peut l'imaginer, Lewis Dupont a eu de sérieux ennuis au sein de sa propre famille. Ils étaient très fâchés de ces révélations, qui donnaient raison à leurs adversaires. Un ami bien informé lui a évité d'être enlevé, torturé et sans doute reprogrammé. Sa famille avait recruté des bérets verts de la CIA pour l'enlever. Comme Lewis vient d'une famille qui contrôle la hiérarchie judiciaire américaine, il lui a été impossible de la poursuivre pour ses faits. La famille Lee. La famille Lee jouit d'une grande tradition en Chine. Des rapports de toutes sortes circulent à son sujet. Comme c'était un honneur de porter ce nom, on a ajouté 15 noms d'appoint à toutes les familles qui portaient ce nom pendant le règne de la dynastie Tang. Li Yuan a fondé la dynastie Tang au 7e siècle, elle a régné de 618 à 906 après Jésus-Christ. Son fils Li Shimin lui a succédé sur le trône. Sous cette dynastie l'imprimerie et les billets de banque ont fait leur apparition. Il ne fait aucun doute que la Chine communiste fait partie du complot pour le nouvel ordre mondial, qu'elle collabore avec le système des Illuminati. Les banques occidentales ont aidé la Chine à plusieurs reprises.
La Banque de l'Asie de l'Est, BA, est dirigée par l'IKW au capot. La BA a signé des accords de partenariat avec des sociétés comme G. Warburg. Les Rothschild et les Rockefeller entretiennent des relations très étroites avec la grande famille communiste Li. Li Peng, l'ancien numéro 1 chinois, rencontre les capitalistes Rockefeller et les autres grands dirigeants quand il est de passage à New York. Les communistes ne prétendent-ils pas que les capitalistes sont leurs plus grands ennemis? Li Ka-shing est milliardaire, il est le maître incontesté d'Hong Kong. Sa famille est une des plus vieilles et plus influentes de cette province. Il est évident que cette famille traite avec les Illuminati, puisque Li Ka-shing a pu acheter des parts du pétrolier canadien Uskiwal. Il n'aurait jamais pu le faire sans leur autorisation. Li possède maintenant 86% des actions du Uskiwal Company. La lignée des Li est liée aux sociétés secrètes, elle est l'actrice principale des sociétés secrètes chinoises. Beaucoup de Li dirigent des triades, la mafia chinoise. Ces triades sont importantes. Les Li sont les maîtres de Hong Kong, les triades contrôlent la ville. Li a planté des champs de pavots pour permettre aux Illuminati de gagner des millions. Les agents de la CIA ont soutenu le général Li quand il était le responsable militaire de la région du Triangle d'Or. Li a commencé à produire de l'opium, personne ne l'en a empêché. Les Illuminati organisent tout avec sang-froid, la famille touchera une part de ce trafic qui génère des millions de dollars. Le président Li avait été ministre des Finances de la Chine communiste entre 1957 et 1975. C'était un roi de la drogue. On le surnommait de roi de l'argent tellement, il s'est rempli les poches en vendant de la drogue aux Occidentaux. Donc voilà, nous sommes rendus à la fin, donc je vais vous reprendre là tout de suite. Donc on va essayer de faire une petite chose très rapide. Donc c'est le fameux pacte secret que j'ai pu décoter ici et là. Alors voilà, donc je vais vous le mettre, il dure pas longtemps, il dure très peu de temps. Alors après ça, je vous dis tout de suite au revoir et merci pour ceux qui mettraient des pouces. Et puis à bientôt sur une autre vidéo qui va parler bien sûr des Illuminati, mais là de la contradiction, c'est-à-dire qui n'existe pas, ni plus ni moins. Alors là-dessus, bonne journée à tous pour ceux qui regarderaient le matin et bonne nuit à tous pour ceux qui regarderaient le soir. Et à bientôt sur une autre vidéo. Le pacte secret anonyme, 21 juin 2002 traduction française, mai 2011. L'illusion créée par notre pacte sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui la verront passeront pour fous. Nous créerons des fronts séparés pour les empêcher de voir les liens qui existent entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour garder l'illusion bien vivante. Nous distillerons nos objectifs au goutte à goutte pour ne pas éveiller les soupçons. Ceci les empêchera également de distinguer les changements, à mesure qu'ils se produisent. Nous nous placerons toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience, parce que nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble, et demeurerons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parlera. Nous ferons en sorte que leur espérance de vie soit brève et leur intellect faible tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre connaissance de la science et de la technologie de manière subtile, afin qu'ils ne se rendent jamais compte de rien. Nous utiliserons les métaux, accélérateurs de vieillissement, et des sédatifs dans leur nourriture, et leur eau ainsi que dans l'air. Ils seront entourés de poisons de toutes parts. Les métaux occasionneront leur dégénérescence intellectuelle. Nous promettrons de trouver des traitements en nous mobilisant sur tous les fronts, mais nous les empoisonnerons toujours plus. Les dits poisons seront absorbés par la peau, par la bouche et détruiront leur esprit et leur système de reproduction. Pour toutes ces raisons, leurs enfants seront morts-nés, et nous occulterons cette information. Les poisons seront dissimulés dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ingèrent, respirent et dans les vêtements qu'ils portent. Nous devons nous montrer ingénieux à cet égard, car ils ont la capacité de voir loin. Nous leur enseignerons que les poisons sont bons en diffusant des images amusantes, et des tonalités musicales. Ceux qu'ils respectent nous aideront, car nous les enrôlerons pour faire progresser nos poisons. Ils verront nos produits utilisés dans des films, et s'y accoutumeront sans jamais connaître leurs effets véritables. Dès la naissance, leurs enfants recevront des injections de poison dans le sang, et nous les convaincrons que c'est pour leur bien. Nous commencerons quand les enfants sont tout petits, que leur esprit est jeune et nous les ciblerons avec ce que les enfants préfèrent, les sucreries. Lorsque leurs dents commenceront à se détériorer, nous les remplirons de métaux, ce qui détruira leur mental, et anéantira leur avenir. Une fois leur capacité d'apprendre affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades encore, et causeront d'autres pathologies pour lesquelles nous inventerons d'autres remèdes. Nous les rendrons faibles et dociles par la force de notre pouvoir. Ils deviendront dépressifs, attardés et obèses,
Quand ils viendront solliciter notre aide, nous leur donnerons toujours plus de poison. Nous les focaliserons sur l'argent et les biens matériels pour qu'ils ne puissent jamais se relier à leurs soins intérieurs. Nous les distrairons par la fornication, les plaisirs et les jeux extérieurs, pour que jamais ils ne deviennent l'un avec le tout. Leurs esprits nous appartiendront, et ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'y refusent, nous trouverons le moyen d'implanter des technologies susceptibles d'affecter leur perception. Nous utiliserons la peur comme une arme. Nous établirons leur gouvernement, ainsi que les partis d'opposition. Les deux côtés nous appartiendront. Nous dissimulerons toujours nos objectifs, mais notre plan sera mené à son terme. Ils travailleront à notre place, mais nous en récolterons les fruits. Nos familles ne se mélangeront pas aux leurs, notre sang doit toujours demeurer pur, car là est la formule. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons éloignés de l'unité par le dogme et la religion. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie, et leur dirons ce qu'ils doivent penser. Nous les guiderons gentiment et délicatement en leur laissant croire que cela vient d'eux. À travers nos factions, nous fomenterons l'animosité entre eux. Quand une lumière brillera au milieu d'eux, nous la ferons s'éteindre par le ridicule ou par la mort, ce qui nous conviendra le mieux. Nous les pousserons à déchirer le cœur de leurs conjoints, et à tuer leurs propres enfants. Pour cela, notre allié sera la haine et la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement, et ils ne se rendront jamais compte que leurs conflits font de nous leurs dirigeants. Ils seront bien trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang, et tueront leurs voisins jusqu'au moment que nous considérerons propice à notre assaut. Nous en tirerons le plus grand bénéfice car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Leur guerre et leur mort nous permettront de prospérer toujours plus. Nous recommencerons encore et encore jusqu'à l'accomplissement de notre but ultime. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par la diffusion d'images et de sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour arriver à nos fins. Les outils nous seront fournis par leur travail. Nous ferons en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes et leurs voisins. Nous leur cacherons toujours la vérité divine, le fait que nous sommes toi, ça ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais découvrir que la couleur de peau n'est qu'une illusion, ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Pas à pas, insensiblement, nous ferons avancer notre objectif. Nous prendrons leurs terres, leurs ressources et leurs biens, leur santé, pour exercer sur eux un contrôle total. Nous les abuserons en les incitant à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qui leur reste encore. Nous établirons un système monétaire, qui les emprisonnera à tout jamais, et les endettera eux ainsi que leurs enfants. Quand ils réussiront à unir leurs forces pour s'opposer à nous, nous les accuserons de crimes et présenterons au monde une histoire différente car alors tous les médias nous appartiendront. Nous utiliserons la presse et son sentiment en notre faveur pour contrôler le flux de l'information. Quand ils se soulèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, car ils sont encore moins que ça. Ils seront dans l'incapacité de faire quoi que ce soit car ils n'auront pas d'armes. Nous recruterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans, nous leur promettrons la vie éternelle, mais de vie éternelle ils n'auront jamais, car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues se feront appeler initiés, et elles seront endoctrinées pour croire en de faux rituels, de faux rites de passage vers de plus hautes sphères. Des membres de ces groupes penseront qu'ils sont un avec nous mais ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité ou bien ils se retourneraient contre nous. Ils seront récompensés pour leur travail avec des biens terrestres, et des titres honorifiques mais jamais, ils ne deviendront immortels ni ne nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière, ni ne voyageront vers les étoiles. Ils n'atteindront jamais les sphères supérieures, car les crimes commis contre des membres de leur propre espèce, les empêcheront de passer au royaume de l'illumination. Ça, ils ne le sauront jamais. La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée. Elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle, et que quand ils seront enfin en mesure de la voir, il sera trop tard. Oh oui, la grande illusion de la liberté sera si grande, que jamais ils ne sauront qu'ils sont nos esclaves. Une fois que tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans le déni et le refus de voir. Quand notre objectif sera atteint, commencera une nouvelle ère de domination. Leurs esprits seront entravés par leurs croyances, ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. Mais, si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir cela. Si jamais, ils découvrent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait car autrement, nous n'aurons nulle part où nous cacher. Une fois le voile tombé, il leur sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront révélé qui nous sommes, ils nous traqueront et personne ne nous viendra en aide. Ceci est le pacte secret par lequel nous vivrons pour le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcendra de nombreuses générations et espérances de vie. Le pacte est scellé dans le sang, notre sang.
nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. L'existence de ce pacte ne doit jamais, jamais être révélée. Il ne devra jamais, jamais être rédigé ou commenté, car cela engendrerait une prise de conscience, telle qu'elle attirera sur nous la fureur du grand Créateur, et nous serions renvoyés aux profondeurs, dont nous venons pour y rester jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité elle-même. Donc voilà pour ce qui est du pacte bizarroïde là, hein. Donc je reviendrai dessus sur une autre vidéo et nous pourrons nous pourrons voir un petit peu tous ces décortiquer ça correctement et je vais essayer d'aller glaner des informations sur chaque phrase, hein, voir les coïncidences, encore une fois des coïncidences, hein. Il y a beaucoup de coïncidences dans cette vidéo, hein. Je sais pas si vous avez vu, hein. Mais bon, vous avez vu que l'argent du monde, hein, se limite énormément à une caste. Voilà, une caste, on peut appeler ça une caste. Donc voilà. Alors, quand vous voyez toutes les entreprises que, par exemple, Rockefeller a, bizarroïde quand même, qu'il a, la Lucy Trust, Lucifer, enfin, il a la Delta Airlines, parce que bien sûr, hein, on voit toujours son empreinte, hein. On a l'impression que c'est lui qui a un petit peu l'empreinte surtout, hein, effectivement, hein. Donc voilà, mais sachant cela, à vous de vous faire votre propre opinion, hein. Ne pas faire les opinions des autres, plutôt la vôtre. Et ensuite, attention quand même, parce que est-ce que cela existe réellement ou pas? Est-ce que c'est vraiment que ça arrive dans le monde? Voilà, faut se poser cette question-là. Mais vous avez entendu le pacte, hein? Voilà le problème. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça sur le pacte et voir si on peut lui donner crédit ou pas. Donc là-dessus,